Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver en direct grâce à la volonté du Tout-Puissant pour vous apporter des informations claires et sans filtre sur l'actualité brûlante d'Haïti. En ce 18 mai 2025, date marquant l'anniversaire du drapeau haïtien, né le 18 mai 1803 et consolidé par la bataille de Vertières le 18 novembre, nous célébrons une étape décisive dans la marche d'Haïti vers l'indépendance. Ce symbole fort nous rappelle l'abolition du système esclavagiste et la naissance d'un peuple libre. Mais aujourd'hui encore, ce peuple fait face à de nouveaux défis. Au niveau international, les tensions s'aggravent. Des grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique manœuvrent avec malice sur la scène géopolitique, alors que la Chine prend de plus en plus de place dans la région Caraïbe. Pendant ce temps, aux États-Unis, le climat politique est tout aussi tendu. Le Congrès est secoué par une bataille féroce autour du budget fédéral, principalement pour financer les initiatives de l'ancien président Trump. Les coupes proposées visent les aides sociales essentielles, comme le programme Medicaid, un programme de santé vital pour les plus pauvres, y compris les enfants, les personnes âgées et handicapées. Ironiquement, ce sont les États majoritairement républicains, souvent les plus pauvres, qui souffriraient le plus de ces coupes, alors même qu'ils ont largement soutenu Trump. Un projet de loi massif de plus de 1100 pages a été rejeté après que 5 républicains de l'aile dure ont refusé de le soutenir. Leur objectif: imposer encore plus de réductions dans les aides publiques et éliminer les avantages fiscaux pour les énergies vertes instaurés par l'administration Biden. Pendant qu'on coupe dans la santé publique, on propose en revanche de supprimer les taxes sur les silencieux d'armes à feu, un choix révélateur des priorités actuelles. Par ailleurs, un programme incitatif de compte épargne pour enfants, baptisé MAGA Kids, a été proposé. 1 000 $ seraient offerts à chaque parent acceptant de s'inscrire. Mais derrière ce geste se cache une stratégie politique visant à fidéliser les électeurs les plus démunis avec des aides financières conditionnées à une adhésion idéologique. Enfin, le fichier lié souligne un thème majeur, la nécessité pour les citoyens, en particulier dans la diaspora haïtienne, d'acquérir une éducation financière solide. Car sans cette base, même un diplôme universitaire peut vous laisser vulnérable. Comprendre comment gérer et faire fructifier son argent est aujourd'hui plus vital que jamais pour sortir du cycle de la précarité. Le continent américain cherche à s'unir pour discuter de ses propres défis, notamment en lançant une initiative destinée à aider Haïti à retrouver une forme de stabilité dans un contexte d'insécurité chronique. Cette crise sécuritaire qui secoue Haïti menace d'effondrer toutes les activités politiques et sociales du pays. C'est cette même instabilité marquée par des divisions internes profondes qui a mené à l'assassinat tragique du président en fonction. Les tensions entre les élites politiques, la société civile et certains secteurs privés, souvent accusés d'alimenter les rivalités, rappellent les mêmes dynamiques qui ont abouti au renversement du pouvoir le 29 février 2004. Cette fois encore, c'est un président élu qui a perdu la vie, victime d'un système miné par la division et les ambitions non assumées. Depuis cet assassinat, aucun processus clair n'a permis d'établir la vérité. Le pays est plongé dans une obscurité totale sur le plan sécuritaire sans précédent dans son histoire moderne. Même les organisations internationales, autrefois actives dans l'appui à Haïti, semblent désormais perdues ou impuissantes face à la montée incontrôlée de la violence. Le gouvernement en place a choisi de rompre avec l'ordre constitutionnel établi en 1987 en instituant des accords parallèles avec des figures politiques controversées, dont certaines auraient des liens avec les groupes impliqués dans l'assassinat du chef de l'État. Ce virage politique a permis de prolonger leur emprise sur le pouvoir sans organiser d'élections au mépris des principes démocratiques. Dans cette situation confuse, des institutions régionales comme la CARICOM sont sollicitées pour redéfinir les repères de gouvernance. Mais la question demeure, comment reconstruire un État sur des bases aussi fragiles alors que les racines même de la crise
Injustice, corruption et exclusion n'ont toujours pas été traitées. Selon certaines sources, 3 enquêtes sont révélées que l'idée d'écarter la présidence était déjà bien ancrée dans l'esprit de certains membres. Parmi les 9 conseillers, 3 ont proposé de dissoudre la fonction présidentielle afin de permettre une révision des droits des conseillers. L'un des points clés concerne le retrait de la communauté caribéenne, CARICOM, en particulier depuis 2004, lorsqu'une crise post-électorale aurait été artificiellement créée après les élections du 21 mai 2000. Cette crise a mené à un soulèvement contre le régime en place, provoquant la chute d'un président élu. Depuis lors, Haïti semble piégé dans des cycles de crise électorale successives. Aujourd'hui encore, l'Organisation des États américains, OEA, joue un rôle dans la gestion de la situation, notamment en coordonnant la mission dirigée par le Kenya, mission qui semble déjà compromise. Même si l'ONU est censée soutenir cette initiative, elle n'assume pas pleinement la direction, laissant croire que ce sont en réalité les États-Unis qui orchestrent discrètement les décisions. Malgré de nombreuses résolutions, l'ONU n'a pas réussi à mettre en place une mission efficace pour lutter contre l'insécurité persistante dans un pays qui a pourtant été pionnier dans l'abolition de l'esclavage. Cette incapacité est d'autant plus frappante lorsqu'on la compare à la rapidité de certaines actions internationales dans d'autres régions comme l'Ukraine. Actuellement, c'est en République dominicaine que les tensions s'exacerbent, notamment avec des comportements controversés des forces policières et militaires dominicaines à l'égard des Haïtiens. Ces pratiques migratoires agressives démontrent un manque flagrant de respect pour la vie humaine. Ironiquement, ce sont ces mêmes institutions internationales, souvent silencieuses ou inefficaces face à ces violations, qui prétendent vouloir aider Haïti à sortir de la crise. Le comportement actuel mêle des caractéristiques qu'on associerait à des terroristes ou des anarchistes, 2 étiquettes qui, dans la communauté internationale, servent souvent à justifier l'utilisation du terme terrorisme contre des États entiers. C'est ainsi qu'Haïti se retrouve stigmatisé à cause des actions de certains groupes armés, parfois en désaccord avec leurs propres chefs ou incapables de remplir leur mission et qui se retournent les uns contre les autres. Le 18 mai, jour de commémoration du drapeau haïtien, 5 couleurs se mélangent sous une même bannière. Mais cette journée est aussi marquée par une instrumentalisation politique. Plutôt que d'honorer le drapeau haïtien, certains en profitent pour afficher un faux patriotisme, tout en contribuant à la désintégration du pays. Certains acteurs politiques sont directement désignés comme responsables. Ils sont accusés de vendre la nation, comme on liquiderait des marchandises, poussant le pays à fragmenter son propre territoire au nom d'une prétendue décentralisation, simplement pour organiser des célébrations superficielles autour de cette date symbolique. Le Cap haïtien devient une scène où les politiciens masqués paradent sous prétexte de patriotisme, mais ce qu'ils célèbrent réellement n'est pas le drapeau. C'est l'oubli de leurs responsabilités. La bataille de Vertières n'a pas été inventée pour créer un drapeau. Elle s'est réellement déroulée et représente un moment historique fondamental commémoré le 18 novembre. Remplacer cette date par celle du 18 mai dans certains discours ou événements nationaux n'est pas anodin. Cela révèle une tentative de manipulation symbolique. Cette substitution semble être un moyen de détourner l'attention ou de sécuriser certaines zones sensibles, notamment au Cap haïtien, où l'environnement est pas plus propice et confortable pour certains acteurs politiques. Là, ils peuvent séjourner tranquillement à l'hôtel et éviter les tensions du 18 novembre en les maquillant sous la célébration du 18 mai. Malgré cette manœuvre, des festivités du 18 mai ont eu lieu dans plusieurs villes du pays sans incident majeur. Toutefois, cela n'efface pas les tensions réelles. Des militants sont entrés dans la cathédrale de la ville, perturbant les cérémonies officielles. Ces gestes ne suscitent pas la fierté nationale, surtout en présence de figures politiques de haut rang. Dans ce contexte, certains responsables tentent de faire diversion sur les questions cruciales, la sécurité nationale, le référendum
référendums constitutionnels ou encore les élections. Pire encore, certaines communes dirigées par des personnes impliquées dans des affaires douteuses continuent de jouer un rôle dans les décisions politiques. À Jérémy, par exemple, un événement est organisé en parallèle, montrant à quel point les autorités tentent de reconfigurer les dates symboliques pour mieux maîtriser l'agenda politique. Ce type de stratégie, qui consiste à contourner les vraies dates historiques au profit d'un calendrier plus commode, illustre une perte de repères au détriment de la mémoire collective et de la vérité historique. Des célébrations ont eu lieu avec environ 18 000 personnes dans les rues. Des drapeaux ont été agités malgré une tension palpable liée à des menaces d'attaque et de troubles potentiels. L'événement a commencé tôt, dès 5 heures du matin, et bien que les autorités n'aient pas révélé tous les détails, elles ont admis qu'il y avait des complications dans l'organisation de grands rassemblements comme celui-ci. Des unités de la police nationale ont été déployées dans la zone de la Savane, commune de Kinskov, afin d'assurer la sécurité de la ville et prévenir tout débordement. Même s'il n'y a pas eu d'attaque massive enregistrée, cela ne signifie pas que la nuit s'est déroulée sans incident. Plusieurs maisons ont été fouillées par des groupes, parfois sans violence, mais avec des intentions claires de vol ou d'intimidation. Certains ont vu des personnes fuir ou tenter de se protéger en anticipant les troubles. Dans ce climat, un incident a particulièrement attiré l'attention. Un professeur impliqué dans le mouvement de protestation aurait tenté d'entrer dans la cathédrale. Confronté à une unité spécialisée, il aurait refusé de coopérer et aurait été bousculé. Un policier aurait donné un coup de pied à gauche, puis il y aurait eu des heurts physiques entre les parties. Cela s'est déroulé alors que des offices religieux avaient lieu à l'intérieur du bâtiment. Le professeur n'était ni petit ni frêle et les affrontements ont été suffisamment vifs pour attirer l'attention du public présent. Cela souligne la tension constante entre manifestants et forces de l'ordre dans une ville où les rassemblements, les cérémonies et les actes de contestation s'entremêlent souvent. Des tensions ont éclaté dans différentes régions d'Haïti, notamment à la frontière entre l'Ouest, le Nord et le Sud, autour du 18 mai, jour de la fête du drapeau. La jeunesse a été prise dans des affrontements, mais il ne s'agissait pas de véritables attaques coordonnées pour prendre le contrôle d'un territoire. Il s'agissait plutôt de règlements de comptes internes entre chefs de groupes armés, parfois issus d'une même famille. Pendant qu'une délégation officielle entrait dans la cathédrale du Cap-Haïtien, des manifestations ont éclaté. Des professeurs se sont mobilisés pour réclamer leur salaire des mois de mars et avril, profitant de la présence de ministres et de membres du Conseil présidentiel de transition dans le Grand Nord. Des heurts ont éclaté entre des militants, la police et des manifestants, avec des échanges vifs captés par les caméras. Certains professeurs ont été giflés devant les caméras alors qu'ils exprimaient leur mécontentement. Pendant ce temps, à Carrefour-Feuille, une zone en état d'alerte constant, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour commémorer la fête du drapeau. Même si aucun assaut direct n'a été signalé ce jour-là, la tension restait palpable, les quartiers étant toujours sous pression. Des actes de vandalisme ont été rapportés dans des commerces, des épiceries et autres établissements, dans un climat de chaos et de confusion. Lorsqu'un leader politique issu d'un parti armé accède au pouvoir par les élections, il met rapidement en place ses ministres, souvent pour récompenser des jeunes qui l'ont soutenu ou pour leur donner des postes. Mais ces nominations ne sont pas toujours motivées par la compétence. Certains jeunes finissent par compromettre des institutions, parfois jusqu'à détruire ou saboter les bureaux électoraux qui les ont portés au pouvoir. Leur objectif est souvent d'obtenir un contrôle total sur les ressources de l'État en vue de commander sans opposition. Par ailleurs, dans certaines zones urbaines, les forces de sécurité, comme la police nationale, se trouvent dépassées. Elles doivent affronter des groupes armés qui prennent le contrôle des quartiers. Ces groupes vont et viennent, souvent de retour de l'étranger, notamment d'Haïti, ramenant avec eux des armes sans que les dispositifs militaires déployés ne parviennent à contenir la menace. Cela crée un cycle perpétuel de violence
violence et d'instabilité malgré les tentatives d'envoi de soldats et de matériel. Pendant ce temps, dans les quartiers populaires, la terreur s'installe la nuit. Des familles entières dorment dans l'angoisse. Un soir, une mère entend frapper à sa porte. Elle appelle son enfant, allume sa lampe et découvre des hommes armés. Ils enfoncent la porte, pénètrent dans la maison et sèment la panique. Des femmes sont violentées, des hommes sont battus. Certains fuient par l'arrière des maisons pour éviter les représailles. Des brigades dites de sécurité surgissent parfois, mais leur efficacité est limitée. Pendant ce temps, d'autres localités tombent sous la coupe de chefs de guerre, notamment dans des zones reculées comme Pétionville ou Delmas, où des civils vendant des produits de première nécessité sont ciblés. Dans ce contexte, des débats politiques agitent les hautes sphères. Faut-il continuer à financer certains programmes sociaux comme Medicaid ou investir davantage dans le contrôle des frontières et la sécurité ? Certains politiciens proposent de réduire les aides sociales pour financer des politiques migratoires plus strictes, notamment des projets de déportation massive ou de détention de migrants. Le problème, c'est que ce sont souvent les États les plus pauvres, pourtant majoritairement républicains, qui souffrent le plus de ces coupes budgétaires. Ces politiques touchent en priorité les populations vulnérables, tout en maintenant, voire en renforçant des avantages fiscaux pour les plus riches ou les industries polluantes. Ce déséquilibre met en lumière les contradictions internes d'un système qui semble retirer des droits fondamentaux à ceux qui en ont le plus besoin au nom d'un agenda idéologique. Face à cela, de nombreux citoyens expriment leur désillusion et leur crainte pour l'avenir. Pour sécuriser Haïti et rétablir l'ordre, le pays doit impérativement progresser vers une stabilité sociopolitique concrète. Il est essentiel que les déclarations officielles se traduisent enfin en actes. Le 16 mai 2025, une fusillade dramatique a eu lieu à Delmas 32 au niveau de la rue des Salines. Selon les informations recueillies, cet incident, filmé et diffusé par un policier issu de la 34e promotion de la PNH, a causé plusieurs morts. Des victimes gravement blessées ont été transportées vers l'hôpital du camp d'Elmas. Une enquête judiciaire a été ouverte, accompagnée d'un appel aux autorités à prendre des mesures drastiques pour éviter la répétition de telles atrocités. Delmas, en particulier, traverse une période extrêmement violente. Ces derniers jours, la commune est le théâtre de fusillades fréquentes. Un médecin y a été assassiné à coups de couteau devant sa famille, une scène effroyable qui choque encore l'opinion. Dans le cadre des célébrations du 18 mai, jour du drapeau, des décisions controversées ont été prises, notamment à la ville de l'Indépendance, où une commémoration a été déclarée illégale par les autorités locales. Cela n'a pas empêché certains responsables de lancer des opérations de nettoyage symbolique des lieux publics. Toutefois, l'enveloppe promise de 400 millions de gourdes destinée à financer les festivités dans les départements géographiques d'Haïti semble avoir fondu, notamment au Cap haïtien, où seuls 2 millions de gourdes ont été allouées. Au même moment, dans le département de la Grand'Anse, des intempéries ont causé des dégâts matériels importants dans la commune de Jérémie, alors même que les commémorations battaient leur plein. Sur le plan sécuritaire, la zone de plaine du cul-de-sac reste extrêmement instable. Des affrontements sanglants ont éclaté dans la nuit du 17 mai, notamment entre civils armés et groupes paramilitaires. Certains de ces groupes seraient liés à des bases bien connues, notamment celle dite 400 Mawozo, soupçonnée d'avoir mené des actions coordonnées et violentes, causant morts et blessés. Derrière ces violences, on retrouve des divisions internes entre factions rivales. Ces divisions, parfois présentées comme des unités de sécurité, ne sont en réalité que des groupes armés cherchant à contrôler des portions de territoire. Des noms reviennent régulièrement, désignant des individus impliqués dans plusieurs opérations meurtrières, certains étant même liés à des arrestations passées. Cette situation démontre une fois de plus l'effondrement des mécanismes de sécurité publique et met en évidence le besoin urgent d'une réponse étatique
coordonnée, crédible et durable. Car tant que ces groupes continueront à agir en toute impunité, la population civile restera la principale victime d'un chaos dont les racines sont profondes et multiformes. Est-ce que tout ce qu'on vient d'expliquer n'est pas justement ce que redoutent de nombreuses personnes? C'est une question que beaucoup préfèrent éviter, mais qui s'impose inévitablement. La situation actuelle dans le pays, notamment à Port-au-Prince, avec les coupures d'électricité fréquentes et la pénurie persistante de carburant, illustre parfaitement cette crise. Le problème du gaz est présenté tantôt comme un souci de gestion post-paiement, tantôt comme un effet secondaire du classement de certains groupes armés comme organisations terroristes. Mais derrière tout cela, certains soupçonnent une manœuvre pour justifier une hausse artificielle des prix à la pompe, comme cela s'est déjà produit auparavant. Une flambée des prix alors que le gaz était déjà stocké en grande quantité. Derrière ce chaos, certains accusent les autorités d'orchestrer une crise pour servir des intérêts économiques ou politiques. Cette situation y touche particulièrement les plus démunis, alors que d'importants moyens sont alloués ailleurs, notamment dans des programmes discutés dans le fichier, comme la construction de murs frontaliers ou le renforcement des politiques d'immigration. Pendant ce temps, les citoyens doivent faire face à une crise énergétique majeure dans un pays déjà profondément affecté par l'instabilité. Et pourtant, malgré la souffrance quotidienne, peu de voix s'élèvent. Les institutions continuent de fonctionner, l'État prépare ses budgets, les églises célèbrent des messes, les familles cherchent simplement à nourrir leurs enfants. On célèbre même la fête du drapeau dans un contexte où l'on devrait surtout réfléchir à l'avenir et au comportement citoyen pour espérer un vrai changement pour Haïti. À toutes celles et ceux qui croient encore, bonne fête du drapeau, puisse cette date inspirer un élan de transformation malgré les difficultés évoquées dans les documents officiels et dans les analyses des politiques économiques actuelles.